Mais pour moi, la femme n'existe pas. Il y a les femmes. Quand je lis par exemple la libération de la femme, l'émancipation de la femme, ça n'a pas de sens. Il y a les femmes parce que leurs réalités sont multiples, parce que ce n'est pas un groupe social homogène. Je m'appelle Şeyma Gelen, je suis d'origine turque, donc je suis belgo-turque. Je vis en Belgique depuis l'âge de 5 ans. Je suis maman de 3 enfants, mariée, et je suis enseignante de métier. Et également militante féministe antiraciste. Nous avons créé Kaina parce que nous avons remarqué que dans le paysage militant féministe belge francophone, il n'y avait pas une structure féministe bien établie, bien ancrée, qui défendait nos intérêts dans une optique décoloniale et intersectionnelle. Donc nous avons décidé de créer notre propre groupe féministe avec notre méthode à nous, nos stratégies à nous, définir nous-mêmes nos priorités, sans devoir s'expliquer auprès d'autres publics qui seraient aussi présents. Donc la non-mixité en termes de stratégie est clairement présente également. C'est important en tant que stratégie, dans la mesure où nous sommes des femmes, nous sommes des militantes directement concernées par les discriminations faites aux femmes musulmanes en général et aux voilées en particulier. Nous estimons que nous sommes les mieux placées pour discuter entre nous de ce qui est important pour nous, de ce sur quoi nous devons lutter ensemble, ce contre quoi nous devons lutter ensemble. Mais il y a clairement des moments où nous sommes en mixité avec des personnes qui ne sont pas directement concernées, qui ne sont pas concernées du tout avec les discriminations qui nous frappent, mais également des moments de réunion avec des groupes qui font face à des discriminations qui les touchent eux aussi directement. Par exemple sur base de leur genre, je pense aux personnes qui vivent l'homophobie ou la transphobie ou les personnes noires. Avec ces personnes-là, nous avons aussi des moments d'échange en mixité, également avec des hommes racisés qui ont des problèmes spécifiques qui les touchent également. Mais quand il s'agit de discuter sur quels sont les problèmes qui nous touchent, comment lutter pour résoudre ces problèmes-là, nous nous réunissons en non-mixité genrée et raciale, donc entre femmes musulmanes. Quand on dit que notre féminisme est décolonial, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que nous ne visons pas uniquement l'égalité entre les genres, mais aussi l'égalité entre les groupes dits ethnoculturels, mais aussi entre les classes. Donc notre lutte est d'office anticapitaliste, elle est d'office anticolonialiste, anti-impérialiste, féministe, antiraciste. Nous luttons contre tous ces systèmes d'oppression parce que selon nous, ils se renforcent et ils rendent la vie dure à toutes les femmes d'une façon ou de l'autre. Et c'est là qu'intervient également notre lecture intersectionnelle. Pour nous, une femme n'est pas une autre. On ne peut pas défendre une vision d'un féminisme qui verrait comme seul et unique problème l'inégalité de genre. Car toutes les femmes ne vivent pas l'inégalité de genre de la même manière. Mais on ne peut pas imposer ce féminisme-là, son agenda, ces stratégies de lutte à toutes les femmes, parce que d'autres femmes vivent, donc ont une place sociale différente, donc elles ont d'autres types de difficultés. C'est là que je trouve extrêmement important, que nous trouvons extrêmement important au sein du collectif, de mobiliser cette analyse-là, qui est intersectionnelle, qui permet de voir les discriminations qui frappent les personnes les plus précarisées, donc en l'occurrence ici les femmes racisées, pour pouvoir être à l'écoute de ces femmes-là, de voir ce qu'elles disent de leur propre situation, pour pouvoir se libérer de ce qui les opprime. Partout ailleurs, les femmes vivent des situations qui sont complètement différentes, donc elles ont le droit de définir leur propre féminisme, avec un F minuscule. Pour moi, le féminisme avec une majuscule, c'est un mouvement social, politique et intellectuel global, puisque partout dans le monde, les femmes luttent pour leur émancipation, pour la libération de tout ce qui les opprime. Mais elles ont leur propre manière de le faire. Ici, en Occident, quand un certain féminisme de type universaliste vient nous dire à nous, femmes musulmanes qui ont décidé de s'habiller autrement qu'elles, que le vêtement que nous portons nous opprime, que nous n'avons rien compris à la lutte féministe, moi j'ai juste envie de leur répondre que c'est à moi de définir, de donner sens à ce que je porte, tout comme elles ont milité et militent encore pour pouvoir disposer librement de leur corps, moi je revendique exactement la même chose. Donc au final, nous disons la même chose. Moi je revendique également, nous revendiquons, les femmes musulmanes qui le disent, nous revendiquons le droit de disposer librement de notre corps,
nous revendiquons ce droit de dire mon corps, mon choix. Donc ces féministes qui nous décrédibilisent parce que nous avons décidé de nous habiller autrement, elles sont dans une posture de type colonial. C'est-à-dire qu'elles auraient trouvé la voie avec un grand V et un E à la fin, donc un chemin. Et c'est une posture quasi religieuse de leur part, donc c'est comme ça qu'il faut le faire et pas autrement. J'ai commencé mon engagement dans l'associatif, j'ai commencé par l'interculturel. Mais petit à petit, je me suis rendu compte que lors de nos échanges, le racisme était clairement présent. Un racisme parfois paternaliste, bienveillant. Et puis, c'est ainsi que je me suis orientée vers l'antiracisme. J'ai commencé à fréquenter des milieux antiracistes. Et là, je me suis rendu compte que ma parole en tant que femme était de temps en temps décrédibilisée, elle était remise en question. Les hommes avaient plus de droits de parole en termes de temps également. J'avais du mal en tant que femme à prendre parole. J'ai commencé à faire des liens entre voilà, cette situation-là. Et c'est ainsi que tout doucement, au fil des échanges avec d'autres femmes qui fréquentaient ces milieux, mais aussi des lectures, j'ai commencé à me définir comme féministe et je me suis reconnue dans ce mouvement. Donc j'ai estimé que c'était juste pertinent pour moi de me positionner comme féministe et de commencer à travailler à ce niveau-là. Mais en tant que femme musulmane, je vis un racisme bien spécifique qui est orienté vers moi, vers ce que je suis en tant que femme musulmane. Maintenant, moi, il faut aussi bien se situer. Il faut dire d'où nous parlons. Moi, j'ai un travail. J'ai un travail, donc je ne suis pas précarisée en termes d'emploi. Mais à quel prix je retire mon foulard? Voilà, donc je ne suis pas, malheureusement, nous ne sommes pas dans une société où je peux avoir accès à un emploi tel que je suis avec le vêtement que j'ai choisi. Je ne peux pas encore, dans certains espaces, comme beaucoup d'autres femmes, je ne peux pas faire usage de cette liberté philosophique et convictionnelle que la Constitution normalement reconnaît à tous les citoyens et toutes les citoyennes de ce pays. Le processus social qu'est la racisation dont je fais l'objet en tant que femme musulmane ici en Europe fait que je suis dans l'obligation, parce que j'ai décidé de le faire, pas parce qu'on m'obligeait, de militer contre le racisme et de militer contre le sexisme, de militer contre toutes les discriminations, toutes les dominations qui frappent les femmes en général et les femmes musulmanes qui portent un foulard en particulier, donc au sein de Kaina. Mais ce n'est pas la seule lutte que je porte. Notre collectif Kaina se donne 4 objectifs. Le premier objectif, c'est de défendre le droit des femmes musulmanes portant le foulard de le porter. L'objectif qui vient juste après, c'est de travailler, de lutter contre les discriminations qui frappent les femmes musulmanes en général. Parce que le seul problème n'est pas le port du foulard qui doit être libre, comme celui de ne pas le porter. Pour nous, c'est la même lutte. Être libre de le porter signifie qu'il faut également être libre de ne pas le porter. Donc les femmes musulmanes en général. Pourquoi? Parce que dans les mouvements féministes, parfois, leurs paroles, les projets qu'elles défendent, par exemple, peuvent être décrédibilisés sur base de préjugés, ou le paternalisme, ou le maternalisme envers les femmes musulmanes dans certains mouvements féministes. Estiment, donc à partir de cette posture universaliste, elles vont dire à des femmes musulmanes comment lutter contre un certain patriarcat qui serait musulman, ou de sexisme qui serait spécifique au monde musulman, alors que non, c'est présent partout. Donc, un deuxième objectif qui est le nôtre, c'est de lutter contre les discriminations faites aux femmes musulmanes en général dans tous les milieux qu'elles fréquentent. Un troisième objectif, c'est d'être solidaire de luttes portées par des groupes minorisés et minoritaires. Notre objectif, c'est de nous poser comme solidaires auprès de luttes menées par ces groupes-là. Donc, on ne va jamais parler à leur place, mais nous sommes prêtes à être solidaires dans ces luttes-là. Également dans les luttes liées au genre. Les personnes qui font face à la transphobie, par exemple, ou à l'homophobie, ces groupes-là existent, ces groupes de lutte existent, nous sommes solidaires de ces luttes-là également. Et puis un quatrième objectif que nous posons, c'est d'appeler ces autres groupes qui luttent pour leurs droits, d'être solidaires avec nous, donc de converger vers nous, afin que nous puissions ensemble lutter contre nos ennemis communs, parce que selon nous, au sein de Kaina, le racisme, le capitalisme, le patriarcat, ce sont des ennemis communs à tous les groupes humains. Il y a des tas d'associations féministes qui se disent soit féministes tout court, soit qui se disent féministes décoloniales, qui se disent féministes islamiques,
qui se disent féministes, antiracistes. Au quotidien, des tas de femmes réinventent le féminisme. Tous ces mouvements différenciés font la force du féminisme. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui est en permanence réapproprié par des femmes, donc qui se définissent comme féministes et qui le réinventent parce qu'elles ajoutent du contenu. Et ce contenu vient d'où? Vient de leur réalité directement vécue. Si le féminisme a comme objectif principal pour toutes les femmes la libération, le fait que ces femmes-là, justement, du quotidien, ces femmes diversifiées, font appel au féminisme pour l'alimenter avec leur propre vécu, fait la force du féminisme. Donc moi, je suis extrêmement optimiste. Maintenant, optimiste si nous ne nous faisons pas avaler par un féminisme de type néocolonial, avec un discours qui vient imposer aux femmes ce qu'elles ont à faire pour pouvoir se libérer. Nous avons baptisé notre collectif Kaina en 2017, mais notre travail a commencé en 2016. L'été 2016, l'affaire du burkini en France, toutes ces municipalités qui voulaient interdire cette tenue. Donc, le mal nommé burkini, pour moi, c'est un maillot intégral, c'est un maillot couvrant tout le corps. Cet été-là, un groupe de féministes que nous étions, nous nous sommes dit, mais maintenant, ça suffit, c'est la goutte qui fait déborder le vase, il faut absolument que nous prenions la parole. Parce qu'aussi longtemps que nous ne prenons pas la parole en tant que femmes musulmanes, nous sommes parlées, nous sommes construites comme des objets. C'est-à-dire qu'on nous déshumanise, on parle de nous dans les médias comme un objet, comme des corps sans âme, sans réflexion, sans personnalité, sans humanité. Quand on dit burkini, quand on dit foulard, mais il y a des humains derrière, il y a des vécus. Nous sommes des êtres, nous sommes des sujets de nos histoires, nous sommes des actrices de notre histoire. Et on a pris la plume et on a écrit un texte intitulé « Citoyennes féministes et musulmanes » qui a été publié par La Libre de l'époque en 2016. Et dans cette lettre-là, on demandait de cesser de fantasmer à notre sujet, de venir à notre rencontre. Donc on a pris la parole, on a pris la plume. Et c'est important parce qu'aussi longtemps que nous ne parlons pas, nous continuons à être déshumanisés, parce que aussi longtemps que les femmes musulmanes, portant le foulard ou pas, mais surtout celles portant le foulard parce qu'elles sont particulièrement stigmatisées, aussi longtemps qu'elles ne parlent pas et qu'elles ne se rendent pas visibles, il y a cette idée, ce préjugé qui continue à circuler comme quoi nous ne parlons pas, nous n'avons pas le droit de parler, nous n'avons pas de pouvoir. Et quand nous prenons la parole, nous cassons également ce préjugé. Et puis, qui va porter mieux que nous une parole qui nous définit et qui demande, qui met sur la table de la société nos revendications, nos besoins. Si on n'en parle pas, ces besoins-là ne seront jamais rendus visibles, audibles, lisibles. Donc hashtag je suis là, hashtag on est là, hashtag on lâche rien, hashtag on ne partira plus, on est là. On est là et on n'est pas là de manière vide, c'est-à-dire qu'on connaît nos sujets, on connaît le féminisme, on connaît l'antiracisme, on a des choses à dire, on connaît la Constitution belge, on sait très bien que dans son article 19, il consacre les libertés convictionnelles et philosophiques ainsi que leur exercice en public. On sait que notre Constitution garantit le principe de non-discrimination, l'égalité des droits. Donc tout ça, nous le revendiquons. Ce que je défends moi et ce que nous défendons nous, c'est une société qui est vivable pour tout le monde au final. Et la situation actuelle, malheureusement, dans laquelle les femmes musulmanes sont massivement discriminées, c'est une situation qui rend la société profondément injuste. Moi, j'invite toute personne à essayer de nous comprendre, à venir vers nous et ne pas rester bloqué par des préjugés qui empêcheraient de nous comprendre. Nous, à Kaina, dans mon collectif, mais moi aussi à titre personnel, nous sommes contre la hiérarchisation des luttes. Il ne faut pas hiérarchiser, il faut les mener ensemble. C'est pourquoi nous trouvons à Kaina extrêmement important d'être solidaires des différentes luttes. Dans la mesure où un groupe en particulier ne peut pas lutter contre tout ça, le monstre, j'ai envie de l'appeler, à trois têtes, capitalisme, racisme, patriarcat, un seul groupe humain
ne peut pas lutter. Donc il faut absolument qu'on soit plusieurs. J'ai eu la chance de vivre toute cette période en Belgique francophone durant laquelle le foulard n'était pas interdit en secondaire. J'ai pas dû, comme le font aujourd'hui certaines filles et certaines familles, ma famille n'a pas dû chercher une école qui acceptait le port de ce vêtement. Et dans la mesure où je suis également issue d'une famille qui est favorisée en termes de classe sociale, donc on n'a jamais eu des problèmes de sous, des problèmes de paiement, je ne suis pas issue d'une famille précarisée, donc j'ai pas vécu le racisme anti-musulman durant cette période-là de ma vie, donc durant mon adolescence et mon enfance. Mais en fait, ce qui a vraiment perturbé, je dirais, mon chemin en tant que personne en Belgique, parce qu'à l'époque, moi, je ne me définissais pas comme femme musulmane. Ça, c'est important de le dire aussi. On se définit en fonction de ce que la société dit de nous également. Moi, j'ai commencé à me dire femme musulmane à partir du 11 septembre. J'étais sur le campus de l'Université libre de Bruxelles, j'ai étudié les sciences politiques. J'étais en train de descendre l'avenue, je crois que c'est l'avenue Paul Léger, et un journaliste m'a arrêtée en me disant, en tant que musulmane, bien sûr il y a eu les politesses, hein, est-ce qu'on peut vous interviewer, machin, j'ai dit oui. Sur le 11 septembre, j'ai dit oui parce que moi en tant que personne humaine, j'étais profondément choquée, je cherchais à comprendre, j'avais eu peur, voilà. Hein. Et là, la question c'était, en tant que musulmane, comment est-ce que vous vivez ce qui vient de se passer aux États-Unis, donc le 11 septembre, donc en tant que musulmane. Et là, pour moi, ça a vraiment été... j'ai pas vécu ça comme un choc sur le moment même, c'est plutôt par après, parce que la scène revient, la question revient, tu te dis, mais moi, je ne me définis pas comme ça dans la société. Moi, je suis étudiante en sciences politiques. Simplement, c'est tout. Quand je suis en train de circuler sur le campus, je ne suis pas musulmane. Et puis tout doucement, au fil de mes engagements associatifs et autres, toute une réflexion s'est enclenchée qui continue encore maintenant. Nous espérons que la voix de Kaina, que les revendications portées par Kaina et qui visent à défendre les femmes musulmanes en général et les femmes portant le foulard en particulier, nous espérons que cette présence-là, que cette voix-là fera que les discriminations, les inégalités, les injustices qui frappent ce groupe en particulier seront un jour éliminées. Je suis optimiste parce que le féminisme, même en tant que mot, est de plus en plus entendu. Donc parfois il est manipulé, parfois il est vidé de son sens, il sert même peut-être à opprimer des femmes. Mais au moins le terme est entendu, donc mes garçons l'entendent, cette génération l'entend. Et on est quand même à une période de l'histoire avec un grand H où nous sommes hyper connectés, nous avons Internet, nous pouvons taper des mots et aller à la recherche des significations. Donc optimiste, oui, parce que le mot est entendu, le mot lutte est entendu, l'antiracisme est entendu. Mais d'un autre côté, pessimiste, parce que des tas de forces qui vont contre ces luttes menées pour plus de justice et de solidarité et d'humanité existent aussi. Donc l'extrême droite, ici en Europe, le racisme qui est extrêmement puissant, qui se recycle, qui se perpétue, qui a plusieurs visages, qui existe à différents niveaux. Le capitalisme néolibéral, lui aussi, il est extrêmement puissant, il se recycle, voilà, il manipule, il utilise même le féminisme à des fins commerciales. Je suis optimiste parce que les générations nous voient, on essaie de servir d'exemple, mais ces forces contraires sont également là. Donc pour moi, le féminisme est incompatible avec le capitalisme parce que le capitalisme renforce le patriarcat, renforce également le racisme. Ces trois systèmes de domination se renforcent. Ils n'ont pas de problème les uns avec les autres, donc ils avancent main dans la main. Pour donner un simple exemple, aujourd'hui, en Espagne, des femmes marocaines cueillent des fraises que nous mangeons ici. Ces femmes sont surexploitées, elles sont sous-payées et elles vivent des situations d'agression sexuelle. Pour le capitalisme, c'est-à-dire pour les entreprises hein, qui sont derrière. C'est un problème, évidemment, parce qu'il faut garder une face. Hein. Mais au fond, ce n'est pas un problème, puisque une entreprise, l'objectif d'une entreprise, ce n'est pas l'égalité entre les hommes et les femmes, ce n'est pas respecter la dignité des femmes. Le but d'une entreprise, c'est le profit. Et pour faire ce profit, il faut limiter les coûts, et puis c'est tout. Et la femme qui est là et qui travaille dans le champ de fraises, c'est juste une force de travail qu'il faut exploiter, voire surexploiter parce que cette personne en plus est racisée.
donc elle a des problèmes spécifiques à sa situation de femme précarisée en tant que racisée, et donc on va l'exploiter un maximum parce que de toute façon, pour pouvoir envoyer de l'argent au pays, elle va se taire. Le capitalisme est très fort. Il va commercialiser tout ce qui est commercialisable. Et à partir du moment où, avec le mouvement MeToo par exemple, ou Balance ton porc ou autre, on se rend compte que le féminisme est branché, le féminisme est hashtagué donc sur Internet, des tas de femmes s'en revendiquent, eh bien le capitalisme, donc les entreprises vont se demander s'il ne faut pas produire des articles avec le slogan féministe dessus pour pouvoir vendre. Dior, par exemple, en 2016, qui commercialise ce t-shirt We should all be feminists, nous devons tous être féministes. Ce t-shirt qui est vendu à plus de 500 €. Ce t-shirt est accessible à quelle femme en fait? Donc on parle de nous devrions toutes être féministes, d'accord, je veux bien, mais ton t-shirt, seules les femmes qui ont les moyens de se le payer peuvent l'acheter. Quelle est la logique? H&M par exemple, qui vend des t-shirts avec l'inscription féministe dessus, mais également accusé de licencier des travailleuses qui seraient enceintes. D'un autre côté, je tiens quand même à dire que même si le féminisme est manipulé, instrumentalisé à des fins commerciales par ces marques-là, ça permet tout de même d'entendre le mot. Mais on ne devrait pas non plus se dire « Tiens, c'est une bonne chose, ça fait entendre le mot féministe, donc c'est ok ». Non, il faut interpeller ces marques-là, il faut leur poser des questions, leur envoyer des mails. Vous utilisez le slogan féministe dans vos articles, mais quelles sont les conditions de production des articles que vous commercialisez? Est-ce que vous investissez, par exemple, des programmes féministes? Les femmes dans des usines sont surexploitées pour produire ces t-shirts-là. Donc, quel sens cela fait de porter un vêtement avec le mot féministe dessus quand l'article en question a été fabriqué par des femmes qui sont surexploitées? Donc, ce féminisme-là n'est pas le mien. Ce féminisme-là n'est pas le nôtre. Aussi longtemps qu'une femme sera opprimée quelque part dans le monde, le groupe femme ne sera pas libéré. Et c'est dans ce sens-là que c'est important pour nous de porter un féminisme qui se dit décolonial, parce que se dire uniquement, viser uniquement les inégalités liées au genre, ça ne suffit pas. Si moi, par exemple, j'atteins un jour l'égalité avec les hommes et je suis payée comme eux, et je n'ai plus de plafond de verre et que j'arrive à grimper les échelons, mais que chez moi nettoie ma maison une femme d'origine immigrée qui est surexploitée, sous-payée, je ne suis pas libérée non plus. Et donc un féminisme qui défend uniquement cela n'est clairement pas le mien, n'est clairement pas le nôtre dans notre collectif.